Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un jeu légendaire, j'ai nommé Nier Replicant. Version 1.22, 47, 44, 87, 139, 3 petits points. Ouais, je sais, c'est un long titre, mais c'est comme ça qu'ils ont appelé le jeu après sa version remasterisée, quoi. Car il y a eu une première version qui s'appelle Nier, sortie sur Xbox 360 et PS3. C'était les premières versions. Et après, il y a eu la remasterisée en avril 2021. Elle est sortie le 23 avril 2021 en France, il me semble. Avec beaucoup de choses améliorées, que ce soit le graphisme, le gameplay, tout ça, mais ça on y reparle plus en détail dans la vidéo. Donc c'est un jeu qui a été noté sur Metacritic à 83 sur 100 et sur jeuxvideo.com à 17 sur 20. Ce qui sont d'excellentes notes pour ce jeu-là en tout cas. Ça a été fait par Yoko Taro, un personnage presque légendaire, on peut le dire quand même, parce qu'il a fait tous les Drakengard, qui sont les ancêtres de Nier ou Nier Replicant, et qui sont également la suite de Nier Automata, que je parlerai sûrement dans une prochaine vidéo. Donc, de quoi ce jeu parle? Eh ben, c'est très simple. C'est un RPG qui va parler de plusieurs fins alternatives en fonction des choix qu'on fait dans le jeu. Alors déjà, rien que pour ça, le jeu est très intéressant car il offre 5 routes différentes. La route A, B, C, D, E. Ils s'obtiennent chacune par des moyens différents. Et ça, on y revient aussi plus en détail dans la suite de la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ah oui, quand il est sorti au Japon, il s'appelait Nier Replicant et Nier Gestalt sur Xbox 360. Alors qu'en France, il s'est juste appelé Nier. Parce qu'à l'époque, vu comme c'était la normalité d'avoir des héros de 30 ans, très musclés, etc., et bah, on a forcément mis autre chose que le personnage principal, ce qui a pas mal fait de polémique, je pense, à l'époque. Parce que l'histoire se passe avec le protagoniste qui s'appelle Nier et sa petite sœur Yuna. Ça c'est dans l'histoire officielle. Mais après, quand ça a été édité en Europe, à l'époque, hein, en 2011 je crois, et bah du coup la petite fille, c'est toujours c'est pas sa sœur mais sa fille. Et du coup on contrôle un père et pas un entre guillemets petit enfant quoi. Du coup, c'est pas son frère, mais son père dans la première version, et après, quand c'était remasterisé en avril 2021, ils ont fait le plaisir de remettre les frères et la sœur parce que l'histoire n'a pas les mêmes sens et les dialogues sont un peu chelous quand forcément c'est entre un père et une fille ou une sœur et une fille. Enfin, vous avez compris quoi, je vais en mettre les pinceaux, purée. Mais bref, il y avait ça à l'époque. C'est un jeu aussi qui a eu beaucoup du mal à sortir à sa sortie. En tout cas sur PS3 parce que ça jonglait entre la PS2 et PS3, donc forcément niveau graphisme ça cassait pas des briques on va dire. Et c'est un jeu aussi qui a été beaucoup critiqué pour son gameplay qui parfois était un peu lent et un peu mou, ce qui a été complètement rectifié dans cette version remasterisée. Donc voilà, les graphismes de ce jeu en tout cas sont vachement bien. Digne d'un... bon presque un Nier Automata, parce que bon il y a quand même quelques petits trucs qui sont encore un peu flous, mais grosso modo ça a pas mal été retravaillé. Le gameplay avec, parce qu'on met pas 3 heures à ouvrir un coffre maintenant, c'est beaucoup plus rapide. Et même les coups qu'on porte avec les épées, et ben c'est le même gameplay que Nier Automata quasiment. Ça va être très fluide, on va pouvoir bouger comme on veut presque. Alors dans l'ancien jeu c'était très rigide et très frustrant franchement de combattre avec. Donc ça c'était pour la petite comparaison avec les deux jeux. Donc ensuite les OST, parlons-en. Bah, c'est ce qui fait toute la magie de la licence Nier en fait. Si je prends aussi les Drakengard et Nier Automata. Et le jeu mobile aussi qu'ils ont sorti, là, le Nier... Ah, pas Replicant, mais comment il s'appelle celui-là?
Ni réincarnation, voilà, c'est ça. Mais ça, c'est encore un autre jeu. Donc les OST, bah, il y en a des très marquants, comme Song of the Ancient, c'est vraiment les plus belles OST de cet opus. Qu'on écoute sous différentes formes à plusieurs reprises dans le jeu, en version instrumentale, en version orale, avec les sœurs d'Evola et Pepola, et Popola, excusez-moi. Il y a aussi des petites musiques d'intro comme Snow in Summer, donc la neige en été quoi. Et il y en a d'autres quand on affronte le Shadow Lord ou quand on se bat dans la plaine et tout. C'est grosso modo des musiques assez apaisantes et à la fois mélancoliques, qui font presque déprimer à un certain moment, mais qui marquent bien les actions larmoyantes, on va dire ça comme ça. C'est pas des OST comme Nier Automata où ça va beaucoup être plus rythmé, bouger, etc. Là on sent vraiment que c'est un monde assez calme, on va dire en apparence. Et voilà. Donc ensuite les personnages. Alors le protagoniste qui s'appelle normalement Nier, mais dans le jeu on lui donne le nom qu'on veut, c'est le personnage qu'on va contrôler du coup. Donc si on joue à la première version, ça sera un adulte de 30 ans, et si on joue à la dernière version, et ben, ça sera le petit frère de Yona. Non, le grand frère de Yona, excusez-moi. Ça sera pas son père du coup. Sur ce personnage-là, j'ai pas grand-chose à dire. On va dire qu'il est assez calme dans ses décisions, il est assez classique comparé aux autres personnages de RPG du même style. Mais c'est très intéressant de voir comment il réagit en fonction des choix qu'il a à faire, notamment pour les changements de route. Parce que c'est un jeu assez cruel dans ses choix, mais ça on y reparlera après. Sa petite sœur Yona, il n'y a pas grand chose à dire non plus. Ah oui, parce qu'il y a aussi un truc que je vous ai pas expliqué, mais ça on en parlera dans la partie scénario. Quand on commence le jeu, on a un petit prologue, on est dans la neige et on va combattre des espèces de monstres. Au début, on va appeler ça comme ça. Après, on va comprendre plus tard dans la suite que c'était des humains originels, mais qui ont contracté un virus et qui sont un peu zombifiés, si on peut dire ça comme ça. Et que par la suite, eh ben, ils ont créé des réplicants du coup, c'est-à-dire des répliques d'humains. C'était le projet Gestalt, qui est d'ailleurs bien abordé dans ce jeu-là. Un peu moins caché que dans Nier Automata, parce que dans Nier Automata, on va y reparler, mais ça sera des petites reliques qu'on devra trouver un peu partout pour recomposer l'histoire. Alors que dans ce jeu-là, on y est vraiment, ça explique vraiment un peu tout, quoi. Ouais, quand on est dans les années 2000, je crois, quand on commence le prologue, et après on est projeté presque 1000 ans plus tard, donc on se demande au début quand on commence le jeu pourquoi on est projeté 1000 ans plus tard. Et pourquoi les personnages qu'on suit ne sont toujours pas crevés en fait, parce que bon, on se dit, ils ont un millénaire les gars quand même. Et bah oui, c'est parce que c'est des réplicants, mais ça on l'apprend un peu plus tard dans le jeu. Et donc du coup, des réplicants, bah, ça fait partie du projet Gestalt, c'est répliquer la conscience humaine, mais dans un corps autre que humain, quoi. Un corps recréé de toutes pièces. D'où le nom réplicant. Et ça fait un drôle d'effet d'ailleurs quand on commence le jeu, on tue beaucoup d'ombres. Donc ils appellent ça comme ça au début, les ombres. Mais quand on apprend après que c'était les vrais humains originels, et que nous on n'est que des pâles copies, et bah ça change complètement notre façon de voir le jeu en fait. C'est ça que j'aime bien dans ce jeu là, c'est que à chaque révélation on va revoir le jeu sous un autre angle. D'ailleurs à chaque fin on va faire le jeu sous un autre angle, mais ça j'en parle encore plus en détail dans la partie scénario. Donc voilà, pour ce qui est de la petite sœur de Yona, enfin pour ce qui est Yona, il n'y a pas grand chose à dire, c'est un peu la petite demoiselle à sauver en détresse tout le temps. Elle a pas énormément de personnalité, mais bon, elle a un grand cœur, quoi, comme toutes les petites sœurs, je suppose. Ensuite, on va parler d'un des trois protagonistes principaux, Kaine. Alors Kaine, c'est une femme avec un caractère assez fort et qui dit beaucoup d'insultes au début, ce qui peut choquer parce que c'est vrai que dans la plupart des jeux, c'est des petites princesses qu'on voit, et là c'est vraiment
une femme qui sort de l'ordinaire, avec un caractère assez bien trempé, et des compétences au combat vachement stylées et très pratiques. D'ailleurs, c'est elle qui a les armes les plus pétées du jeu. Je crois que ça s'appelle les épées de Kaine ou un truc comme ça. Et qu'on obtient après avoir fait la fin E. Une arme trop craquée, mais pas ma préférée. Donc elle, ça va être une fille qui s'est beaucoup remis en question dans son passé parce qu'elle a connu une grand-mère qui l'a hébergée, compris, etc. Pendant que tout son village l'a rejetée. Et du coup, c'est aussi à ce moment-là, quand elle va être aux portes de la mort, que sa maison va brûler, etc. Qu'il y a une ombre qui va se glisser en elle et elle va partager sa vie avec une ombre. C'est très important pour la suite de l'histoire, vous allez comprendre pourquoi. Et elle va rencontrer le protagoniste principal, c'est-à-dire Nier, pas loin de l'air. Je me rappelle plus trop comment se passe la rencontre, mais bref. Je pense oui qu'ils affrontent un monstre qui est du coup la grand-mère qui a été transformée en monstre, on va dire ça comme ça. Enfin, par une ombre précisément. Et voilà, on va affronter ça ensemble et puis on va faire route ensemble après. C'est une femme qui n'a pas beaucoup d'objectifs, on va dire, si c'est juste d'avoir des amis et de les suivre, quoi. C'est ça aussi que j'aime bien dans ce jeu-là, c'est que les personnages, ils vont un peu se remettre en question des fois, ils vont chercher un objectif. Bref, ils vont s'apprendre et apprendre à découvrir le monde, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ensuite, un peu plus tard dans le jeu, dans le manoir, on va faire la connaissance de ce charmant Émile. Alors Émile, c'est la petite boule qu'on voit dans Nier Automata et qu'on voit également sur la tête de Yoko Taro. C'est un personnage. Au début, quand on joue à Nier Automata, on comprend pas pourquoi il est comme ça. On pense qu'il est comme ça parce qu'il était de base comme ça. Mais en fait, dans le jeu-là, on apprend qu'il était de base un humain et qu'il a été transformé comme ça après. Suite à l'incident qu'il y a eu en dessous du manoir, en fait, je pense qu'il va essayer de sauver sa sœur ou je sais pas quoi, qui a été tuée au final, il me semble. Ou zombifiée, je me rappelle plus. Mais bref, toujours est-il qu'il va aller en bas du manoir et puis il va se transformer en cet être qu'on connaît du coup. Oui, parce qu'en dessous du manoir, on va apprendre que c'est là où il y a eu plusieurs expériences pour ce fameux projet Gestalt. Et d'ailleurs, au fil de l'aventure dans ce manoir, on va découvrir des documents qui vont peu à peu nous montrer qu'Emile n'est pas spécialement humain, mais qu'il y avait des projets d'expérience. D'ailleurs, Emile a un pouvoir, même dans sa version humaine, c'est que lorsqu'il ouvre les yeux, il voit tout ce qui se trouve autour de lui se change en pierre. Donc rappelant le mythe de la fameuse méduse qui transforme tout en pierre. Et c'est pour ça qu'il a constamment les yeux fermés du coup. C'est quelque chose d'assez intriguant, mais c'est comme ça, c'est dans Nier, faut chercher. Donc lui c'est quelqu'un qui est beaucoup focalisé sur l'amitié et qui accorde beaucoup d'importance. D'ailleurs c'est comme ça que ces trois protagonistes vont être soudés et vont commencer à partir à l'aventure, que ce soit Kaine, Emile et Nier. Donc Nier, lui son objectif c'est de soigner sa sœur et d'aller la secourir un peu plus tard lorsqu'elle sera enlevée. Et Kaine n'en a pas spécialement si c'est de suivre l'héros dans sa quête, et pareil pour Emile. Ensuite, nous avons en personnage Devola et Popola. Alors eux par contre vous les connaissez si vous avez joué à Nier Automata. Même si on les a très brièvement vus dans Nier Automata et qu'ils étaient sous forme Android, ils jouent une place centrale dans l'histoire de Nier. On pourrait même presque dire que c'est les déesses de ce monde carrément, hein, parce que franchement, c'est un peu ça. Donc elles étaient au courant pour le projet Gestalt, oui, parce qu'il faut savoir que tout le monde n'était pas au courant, c'est quelque chose qui était resté un peu secret. Parce que ça aurait fait un trop gros choc, je pense, de l'apprendre. Donc du coup, ces deux-là vont s'assurer que le projet soit mené à terme.
et surveiller que tout se passe bien par la suite. Mais du coup, on se rend compte aussi dans le jeu, lorsqu'on les revoit à la fin, parce qu'on les voit aussi au début, ce qui est très intriguant, on se rend compte qu'elles sont devenues un peu, comment dirais-je, elles ont un peu pété les plombs, quoi, car forcément, vivre plus d'un millénaire comme ça, sans... Enfin, tout en étant conscient qu'ils étaient plus vraiment humains, ça a dû les péter les plombs, et de savoir que personne n'était au courant, c'était un secret trop lourd à garder, parce que bon, ça concerne toute l'humanité quand même, c'est pas rien. Et cette transition de l'humain à répliquant a été quelque chose d'assez incroyable quand même à vivre, hein. Faut le vivre, hein. C'est comme si dans notre monde réel à nous, du jour au lendemain, on nous disait bah, tu vas devenir un robot demain. Alors, c'est très éthique, quoi. Mais voilà, on va découvrir vers la fin du jeu que c'est elle qui tirait entre guillemets les ficelles de tout, alors qu'en fait c'est juste des instruments d'un groupe politique qui a voulu mettre ça en place pour sauvegarder l'espèce humaine, quoi. Oui, car faut savoir que du coup le début de Nier commence après une des fins de Drakengard, parce qu'il y a eu 3 Drakengard sur PS2. Et l'une des fins de Drakengard 3, ouais, si je dis bien de conneries, c'est le 3. Bah, l'une de ces fins va correspondre au début de ce jeu-là en fait. Où le virus, du coup, ça s'appelle l'albinovirus, qui atterrit dans ce monde-là. Alors donc du coup dans le monde réel. Avec un dragon il me semble. Et c'est là où le virus va se répandre partout justement et va un peu à peu changer l'espèce humaine, quoi. En ces espèces d'ombre. Et c'est là d'où est né le projet Gestalt justement. Ne pouvant empêcher ce virus de se propager et n'ayant pas d'autre solution et peu de temps, il ne leur restait plus que cette solution. Et d'ailleurs, en plus du virus, il y a eu aussi un peu de magie qui a été transmise dans ce monde-là. Donc c'est ce qui explique certains pouvoirs comme celui-là d'Emile ou les pouvoirs de notre héros principal lorsqu'il va faire la rencontre de Grimoire Weiss, qui va accompagner Nier dans toute sa quête d'ailleurs. Donc ensuite en personnage nous avons aussi le prince de façade qu'on rencontre dans la façade justement. C'est l'espèce de désert qu'on voit dans le jeu. Alors lui c'est quelqu'un d'assez carré on va dire parce que dans leur peuple les lois c'est carré etc. Ils ont des lois pour tout et pour rien. Mais qui est sympathique et qu'on va devenir pote avec lui une fois qu'on leur a rendu service en étant enfant, oui, parce que dans ce jeu là il y a 2 parties. Il y a une partie que tu passes en étant, on va dire pas enfant mais ado on va dire, et une autre que tu passes 5 ans plus tard après l'ellipse en étant adulte. C'est un peu comme dans Zelda Ocarina of Time, il y a une transition entre l'enfance et l'adulte qui est vachement bien. Parce qu'on voit du coup l'avant et l'après et tout ce qui change en fait. On sent vraiment qu'en fait on a passé un cap dans une vie, quoi, dans le jeu. Ce jeu là c'est un peu comme dans Ocarina of Time, on le vit pleinement, quoi. Vraiment on s'en lasse pas. Donc ensuite il y a aussi Fira qui est l'épouse du prince de façade, ouais. Je crois que c'est d'ailleurs elle qu'on sauve dans la première partie et qui sera tuée malheureusement dans la deuxième partie. Donc voilà, c'est un personnage un peu comme les autres, hein. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Ensuite, nous avons Louise, la princesse sirène, qui est au littoral. Alors au début, on pense que c'est une petite enfant inoffensif et tout ça qu'on rencontre sur le bateau. Mais en fait, on l'affronte après sous forme d'ombre, parce qu'on apprend que c'est une ombre en fait. Mais qui a essayé de rester le plus humain possible et qui avait fait la rencontre d'un postier justement qui s'était pris, je vais pas dire d'amour dans le sens petit copain, mais d'amour dans le sens familial parce qu'il commençait à aimer sincèrement la demoiselle et puis dès qu'il a découvert que c'était un monstre, il l'a un peu renié, ce qui a beaucoup blessé du coup Louise.
Et c'est ça qui était très violent dans ce jeu-là, c'est vraiment... il nous fait déprimer sur les émotions amoureuses, sur la vie, sur l'existence. C'est un jeu assez sombre, beaucoup plus sombre que Nier Automata. Parce que Nier Automata, le monde est ravagé et on le sait déjà et qu'il n'y a que des androïdes et que tout est déjà fini en gros, entre guillemets. Alors dans ce monde-là, on sent en fait le passage de l'espoir au désespoir, quoi. Comment le monde a dépéri. Parce que ouais, aussi un truc qu'on comprend pas au début, c'est que lorsqu'on commence en l'an 2000, on commence dans une civilisation qui a l'air normale comme la nôtre, enfin à ceci près qu'ils sont décimés par le virus. Mais 1000 ans plus tard, après, on est directement projeté dans une plaine un peu version médiévale, quoi. Donc on se dit qu'est-ce qui s'est passé pendant 1000 ans, quoi. Parce qu'on se dit ça doit être plus évolué que ça, la technologie. Non, bon, en fait, on comprend pourquoi ça a tellement régressé. C'est parce qu'ils sont tous devenus des réplicants et certains savoirs se sont perdus. Et du coup, ils sont restés à ce stade-là, quoi. Ce qui est... comme ça, ouais, c'est le jeu. Donc j'ai fait à peu près le tour des personnages principaux, parce qu'après il y en a d'autres, mais je vais pas m'attarder sur les autres. Ah si, je voulais parler de celui-là de la montagne des robots, parce que dans la partie 2, quand il perd son petit frère, il devient... Parce que dans la première partie, il perd sa mère, et dans la deuxième partie, il perd son petit frère. Donc là, le personnage devient complètement fou, ils sont complètement dans la folie. Et ça aussi c'est quelque chose de très triste parce qu'on se rend compte dans le jeu que peu importe les actions qu'on fait en fait, il se passera toujours une couille et on pourra jamais en échapper en fait. C'est ça qui est triste dans le jeu là. Donc bref, j'ai fait le tour des personnages, maintenant on va faire le tour du scénario. Donc le scénario, bah, j'ai déjà expliqué le début. Et il va se passer en 2 actes au début. Il y a un acte quand on est ado et un acte quand on est adulte. Il se passe 5 ans plus tard, c'est l'ellipse. Après, passer ce délai-là, et ben, on va affronter le Shadow Lord qui va mener à la fin A du coup. On va sauver Yona et la récupérer et tout va bien se passer. On a là aussi la fin B, alors c'est pareil, mais c'est sous un autre angle du coup. On va voir des scènes qu'on n'a pas vues dans la fin A. Alors je sais plus si c'est du point de vue de Kaine, de Emile ou de Yona. Mais bref, on va avoir des scènes supplémentaires qui vont nous faire voir le jeu sous un autre angle et qui va nous faire comprendre que les décisions qu'on a prises dans le 1, eh ben, on comprend en fait que c'était qu'on comprenait pas encore tout le jeu et que voir les choses sous un autre angle eh ben, nous fait hésiter sur certains choix en fait. Et c'est ça en fait, c'est à chaque fin, le jeu se renouvelle à chaque fois. Et on se dit, ah bah en fait, le jeu n'est pas comme je le croyais dès le début en fait. Les apparences sont trompeuses, c'est beaucoup ce que veut dire Yoko Taro dans ce jeu là en fait. Donc voilà, la fin A et la fin B, c'est principalement on affronte le Shadow Lord et on a des scènes supplémentaires. Mais rien de très particulier, c'est des routes qui suivent assez facilement. Ensuite, pour accéder à la fin C, bah, c'est pareil, sauf que dès qu'on arrive avant le château, et bah, il faut avoir possédé les 33 armes du jeu. On a 34 en tout sans compte l'arme de Kaine, mais il y en a 33 à posséder avant. Ce qui est très compliqué et très chiant. On va pas se mentir. Mais une fois qu'on a les 33 armes du jeu, et bah là on peut commencer à aller dans le château et puis là on va avoir une fin supplémentaire du coup. Donc lorsqu'on a battu le maître des ombres, c'est là où l'ombre de Kaine reprend le dessus, d'où l'importance que vous avez parlé en début de vidéo. Et Kaine du coup va être complètement possédé par l'ombre, et à ce moment-là Nier va avoir 2 choix. La tuer complètement, attendez que je me souvienne. Parce c'est à ce moment-là en fait on va faire un choix qui va mener soit à la fin C ou la fin D. Et je crois que oui c'est ça la fin. La fin C, si je dis pas de conneries, c'est lorsqu'on décide de se sacrifier pour sauver Kaine et enlever son ombre. Et la fin D, c'est lorsque eh ben, on décide de laisser mourir Kaine en fait. Enfin, de la tuer à mon coup pour la délivrer de son ombre, qui s'appelle Tyran d'ailleurs, car il a un nom son ombre. Et il l'a accompagné tout au long de son aventure.
On sent que même si au début il voulait juste la posséder, etc., qu'il y a un minimum attaché, on va dire ça comme ça. Mais bref, entre guillemets, pour avoir accédé à la fin CID, il faut choisir entre le personnage principal et Kaine. Mais quoi qu'on choisisse, on aura des regrets. Et le pire en tout cas, c'est que quand on choisit de faire survivre Kaine, en plus, elle n'aura pas le souvenir qu'on l'a sauvé, hein, elle se souviendra même pas de nous. C'est ça qui est très très frustrant dans ce jeu-là en fait. C'est les choix qu'on prend. Et ensuite, il y a la fin E, qui elle est complètement différente en fait, parce qu'il faut avoir fini la fin D déjà. Ensuite, relancer une partie sous un autre nom. Et on doit reprendre tout le début du jeu jusqu'à un certain point quand on combat un monstre dans l'air avec Kaine. Et à ce moment-là, on va complètement rentrer dans un chemin complètement différent. On va finalement aller sous l'arbre qu'il y a dans la forêt, là, je sais pas comment elle s'appelle. C'est un peu la forêt mirage, je me rappelle plus de son nom. Et c'est là où on va justement rencontrer les réplicants, qu'on va en apprendre un peu plus sur eux, etc. Comment ils sont fabriqués, etc. Il va y avoir beaucoup de références à Nier Automata dans ce passage-là, et aussi à Drakengard avec les fleurs. Les fameuses larmes de... Ah, je me rappelle plus de son nom, putain. Bref, on va avoir beaucoup de références à Nier Automata dans ce jeu-là, quand on va faire cette partie-là. Ouais, puis on va apprendre que du coup, c'est ça popait de là, en fait, les réplicants. C'est quelque chose qui nous choque beaucoup parce que dès qu'on fait... parce que le jeu est assez long et on le recommence plusieurs fois pour avoir toutes les fins. Et lorsqu'on arrive à ce niveau-là, en fait, et bah, on apprend pas mal de choses, on a beaucoup de révélations. Et ça nous remet aussi tout le jeu en question, quoi. C'est juste énorme. Je me rappelle que dès que j'avais fait cette fin E, je me suis dit, bah putain, ça va être cool de faire tout le jeu là, de le recommencer plusieurs fois, etc. Parce que... Et puis là, du coup, il y a une fin un peu plus heureuse de cette fin E, parce que voilà, en fait, cette fin E, de base, elle n'existait pas dans la version originale. Elle existait que dans un bouquin à part. Et dans cette version-là, ils l'ont rajouté. Et du coup, dans cette version-là, c'est la version où on a décidé que Kaine restait en vie. Donc fin D. Et une fois que Kaine est resté en vie, et ben on a pu Nier du coup. Mais le but de cette partie-là aussi, ça va être de récupérer Nier. Et on va le récupérer grâce à les larmes... les fleurs de... Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Bref, je retrouverai le nom, je le mettrai dans la vidéo. Et grâce à ces fleurs, en tout cas, on va récupérer Nier du coup et Emile par la même occasion. Oui, parce qu'Emile, en fait, il se fait presque complètement détruire par des volets Popola. Et il devient plus que la tête qu'on connaît en fait. Et après, la suite de l'histoire d'Emile, bah, on l'a aussi dans Nier Automata. Que ça va être le défenseur de la Terre. Lorsque les extraterrestres vont venir, il va la défendre, etc. Se multiplier. Et lorsqu'on tue d'ailleurs Emile dans Nier Automata, on se rend pas compte de tout le passé du personnage et ce qu'il est réellement en fait. Et quand on joue à Nier Replicant, et ben on se dit putain, c'est cruel quand même de le tuer. Il s'est sacrifié à tous les niveaux jusqu'à la dernière goutte, le mec. Et on va le tuer comme ça, quoi. Et on n'a pas le choix. Ce jeu-là, de toute façon, il est très cruel. Il nous prend par les sentiments. Il nous pousse à faire des choix qui nous blessent et nous font très très mal. Mais d'un autre côté, on remet pas mal la vie en question, des choses en question, etc. C'est vachement intéressant. Donc ça, c'est le scénario vraiment en gros de ce qui se passe dedans. Après, je vais pas vous expliquer toutes les étapes, hein, parce que dans la partie 2, il va falloir récupérer 5 espèces de reliques, quoi, pour pouvoir accéder au château et affronter le Shadow Lord. Et du coup, il va falloir repasser dans les 5 coins qu'on connaissait quand on était ado. C'est-à-dire sur la plaine, façade, air, montagne des robots, littoral, etc. Et on va obtenir des fragments principalement en ayant battu un boss. Après, ça sera pas toujours le cas. Mais ça va être principalement ça. Ensuite, pour ce qui est des armes et de la magie, c'est pas mal aussi.
La magie, on peut avoir des combinaisons de mots qu'on récupère au fil du jeu avec le fameux grimoire Weiss, qui est le grimoire noir du coup, parce que tu as aussi un grimoire blanc. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez important qui a été scellé. Le grimoire Weiss, c'est dans le château et c'est du coup Nier qui va le récupérer et qui va faire route avec. Et si je dis pas de conneries d'ailleurs, il va pas trop tout se souvenir de tout, le grimoire Weiss. Et il va être aussi plus ou moins au courant du projet Gestalt et il aura plus ou moins son rôle là-dedans. Et c'est lui qui va se servir de magie lorsqu'il va être avec Nier. Car on va apprendre des sorts de plus en plus intéressants au fil du jeu. Et qu'on va pouvoir lancer qui va être très pratique. C'est la petite phase Schulz et Up qu'on a aussi dans Nier Automata. Même si personnellement je préfère le style à l'épée, principalement une épée, car il y a 3 types d'armes dans ce jeu-là, il y a les lances, les petites épées, les épées légères et les épées lourdes. Les épées légères sont les plus rapides du jeu, mais font peu de dégâts. Et les épées lourdes, ils font des gros dégâts, mais ils sont très durs à manier et ils sont pas très fluides. Quant aux lances, c'est rapide aussi, mais bon, c'est pas le plus utilisé dans le jeu en tout cas. Et pas le plus intéressant à mon sens. Mais c'est très intéressant car tout comme dans Nier Automata, nous avons un petit passage entre Schulz et Up et puis combat RPG classique. Avec aussi le même système d'esquive que dans Nier Automata, ce qui est en tout cas pour ce remake là, ce qui est très intéressant parce que dans le premier c'était très très chiant. Mais voilà, ce jeu était bien foutu, franchement. Alors les quêtes secondaires aussi, parlons-en, ça, il y en a qui sont... C'est pas comme dans Nier Automata où la plupart sont intéressantes et utiles. Là, les 3/4 sont inutiles et inintéressants. Il y en a très peu qui vont servir, mais malheureusement, il va falloir se les taper un peu toutes pour savoir certaines armes du jeu ou certains trucs. Mais ouais, ça va être beaucoup des trucs à la con, du style transporter des lettres, des vases, des machins, enfin bref. C'est pas des quêtes qui vont nous faire aimer. On va avoir aussi du vocabulaire sur un peu de tout dans le menu, ça qui est bien au fil de l'aventure. On peut monter de niveau comme dans tous les RPG. Et on peut même monter le niveau des armes aussi. Je crois que le maximum c'est 4. D'ailleurs, au début du jeu, on a la lame sans nom. C'est la première arme avec laquelle on commence. Du moins dans la première version, car dans la version remake, on peut avoir directement les armes de Toubi et de Nines, c'est-à-dire le contrat vertueux et le serment cruel. D'ailleurs, le contrat vertueux est très intéressant comme arme dans ce jeu-là. Notamment lorsqu'on la monte au niveau 4, alors là, ça dégomme complètement tout. Et après, pour trouver les matériaux et augmenter les armes, c'est un peu compliqué et très chiant à certains moments. Et lorsqu'on les monte au niveau 4, après, on roule littéralement sur les boss. On va faire un certain niveau et surtout avec ce type d'arme là, on est tranquille. Voilà, on peut aussi avoir des petites potions pour se guérir, etc. Donc assez complet comme jeu. C'est un de mes jeux de cœur avec Nier Automata. Et quasiment dans les premiers de ma liste de mes tops de jeux vidéo. Avec Mass Effect qu'on parlera dans une autre prochaine vidéo parce que ça aussi il y a beaucoup de choses à dire dessus. Donc sur ce les amis, je vais vous laisser, la vidéo va être assez longue et puis j'ai dit grosso modo ce que je voulais dire sur ce jeu là. Donc j'espère que vous avez donné envie d'y jouer, ou que vous le connaissez déjà et que la vidéo vous plaise. Bon sur ce, je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos. Ciao!